Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et on est ravis de vous retrouver avec toute l'équipe des débatteurs du jour qui vont tenter de se mettre d'accord autour de cette table. Je les salue. Lamia El Harraj. Bonjour Lamia. Bonjour. Adjointe à la mairie de Paris en charge du handicap et porte-parole du Parti Socialiste. Alexis Bachelet qui est là également, qui va arriver, maire adjoint à Colombes et ancien député socialiste. Jean-Luc Benamias. Bonjour Jean-Luc. Bonjour. Membre de la Ligue des droits de l'homme et ancien membre du Conseil économique, social et environnemental. Et puis Pascal Bataille. Bonjour Pascal. Bonjour. Animateur et producteur, chef d'entreprise. Avec vous quatre, on va revenir sur le dossier de la mixité scolaire, la mixité sociale à l'école. C'est le dossier auquel s'attaque Pape Ndiaye, le ministre de l'Éducation nationale. Une mixité sociale qui est totalement en panne, puisqu'on donnera quelques chiffres qui sont affligeants, puisque aujourd'hui la mixité sociale, rien que pour le collège, je cite ça, les 100 collèges les plus socialement favorisés, eh bien 19 seulement sont publics, 12% des boursiers seulement dans l'enseignement privé, et donc une mixité sociale qui est en panne aujourd'hui. Emmanuel Macron a-t-il décidé d'être sur tous les sujets? C'est la période du en même temps, et aujourd'hui va parler de réindustrialisation du pays, de l'industrie verte, mais pas seulement. En fait, il prend tous les gros dossiers à ses ministres. Est-ce que c'est la bonne stratégie pour recoller avec l'opinion publique? Laurent Wauquiez qui sort de son silence. Laurent Wauquiez, moi président, c'est le titre d'une longue interview du président de la région Rhône-Alpes-Auvergne. Laurent Wauquiez qui est potentiellement un candidat pour les LR pour la prochaine présidentielle. Est-ce la bonne solution? Et puis cet autre sujet, le maire de Saint-Brévin en Loire-Atlantique qui a présenté sa démission après les attaques. Il a été visé par un incendie criminel de sa propre maison. Attaque des oppositions contre un centre d'hébergement de migrants qui doit s'installer sur la commune. Et donc il a préféré jeter l'éponge. Est-ce que les maires aujourd'hui sont seuls devant des dossiers aussi complexes? On verra ça avec vous quatre. Voilà pour les sujets, les coups de cœur et les coups de gueule. On va commencer par vous, Jean-Luc, avec cet attentat survenu l'autre soir à l'attentat de la synagogue de Djerba, avec une victime française. On pense à toutes les victimes, évidemment. Une victime française, Jean-Luc. Ouais, c'est ni un coup de gueule ni un coup de cœur, évidemment. Bien sûr. Tristesse absolue. Pour ceux qui connaissent pas bien, il y a chaque année une commémoration dans la synagogue de Djerba, la Griba, elle s'appelle. Oui. Et j'ai eu la chance d'être invité il y a une dizaine d'années à cette cérémonie. Et déjà, à l'époque, on était plusieurs dizaines de Français et Françaises à avoir été invités. On était entourés de plusieurs dizaines de policiers et de gendarmes absolument surarmés. Et là, on s'aperçoit que quelques années plus tard, alors qu'il y avait déjà eu un attentat terrible en 2002, qui avait fait 21 morts, camions piégés, enfin, sur la même synagogue, là, il y a 5 morts. Dans les 5 morts, il y a 3 gendarmes. Celui qui a été, l'un des gendarmes, c'est celui qui a tiré d'ailleurs, qui lui a été heureusement éliminé. Et puis 2 personnes, dont une personne, un boulanger de Marseille qui faisait une commémoration là-bas sur place. C'est terrible parce que ça tombe sur une communauté juive qui existe maintenant de manière extrêmement faible en Tunisie, mais qui existe encore sur l'île de Djerba. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de plus que c'est l'horreur, et que même si on met les moyens policiers les plus importants pour éviter cela, quand c'est un policier, un gendarme lui-même qui tire, et heureusement que les autres gendarmes, certains sont morts, mais d'autres ont réussi à éliminer ce gendarme terroriste, sinon ça aurait pu être encore un autre carnage, une fois de plus. Voilà, c'est un sentiment extrêmement désagréable par rapport à une communauté qui ne mérite pas ça, bien évidemment. Oui, on reprend ça on va dire en pleine actualité, cette attaque, ce choc. Qui c'est qui veut réagir à ça, Pascal ou à Lamia? Moi, je veux bien réagir puisque hier j'étais présente au rassemblement à l'appel de l'UEJF à Belleville, en soutien évidemment aux victimes, en pensée solidaire avec les familles, et surtout l'occasion de rappeler, vous avez raison Jean-Luc, le pèlerinage de la Griba est un moment de paix, de fraternité, d'apaisement. On a
beaucoup de citoyens français, notamment du coup sur le quartier de Belleville, notamment, qui font ce pèlerinage. Et se dire aujourd'hui encore que l'antisémitisme continue de tuer en 2023 et qu'on peut encore mourir en raison de sa religion supposée, de sa religion, de ses convictions, de ses croyances, c'est quelque chose qui est absolument inadmissible. Et je rappelle aussi qu'il n'y a pas si longtemps que ça, il n'y a même pas un an, dans le 9e arrondissement de Paris, il y avait eu des tags néo-nazis, absolument nazis, d'ailleurs pas néo-nazis, des tags nazis absolument partout dans le 9e arrondissement, ce qui veut encore dire que ça peut arriver à Paris en 2023, c'est arrivé il n'y a pas si longtemps que ça, des attentats terroristes, et que la vigilance est plus que jamais de mise. On continue le tour de table. Lamia, justement, vous aviez la parole. Vous vouliez revenir sur la question de la vie chère, du coût de la vie. Oui, tout à fait. Il y a un sondage qui est sorti le 10 mai et qui montre qu'aujourd'hui, 80% des Français, 8 Français sur 10, renoncent à un certain nombre d'achats ou de coûts, de dépenses, en raison du coût trop important, que 40% des Français renoncent à certains achats alimentaires à cause de la cherté de la vie. L'inflation est absolument folle aujourd'hui, notamment sur les produits alimentaires et les produits de première nécessité. On est à plus de 14% d'augmentation. C'est absolument colossal et ça a un impact très concret sur la vie des Françaises et des Français. Si vous ajoutez à ça l'augmentation du coût de l'énergie, l'augmentation de l'essence, l'augmentation de tout en fait, mais pas des salaires, on se retrouve avec un certain nombre de familles qui sont complètement étouffées. Le gouvernement décide de tenter d'imposer à nouveau des rounds de discussion avec la grande distribution et les industriels. Est-ce que c'est par ce bout-là qu'on peut arriver à faire baisser l'inflation? Est-ce qu'en termes de macroéconomie, est-ce que tout ça est aujourd'hui gérable, ou est-ce que les choses vont se tasser parce que finalement le marché va lui-même s'autoréguler, parce qu'à un moment donné ça va forcément s'autoréguler aussi? Moi, je pense effectivement qu'il y aura une autorégulation. Il n'empêche que durant ce laps de temps, les Français, pour ne parler que d'eux, auront évidemment souffert. Et il est quand même nécessaire de continuer à essayer de faire en sorte que les distributeurs, les grandes surfaces, etc., fassent des efforts. On voit là depuis quelques jours sortir un nouveau scandale sur le prix du carburant, parce que comme tout le monde est évidemment focalisé sur le panier anti-inflation, et bien pendant ce temps, ils en profitent pour réaugmenter les prix du carburant, puisque plus personne ne regarde ça. Il n'y a aucune communication, comme par hasard en ce moment, des grandes surfaces sur le prix du carburant. Mais voilà, ça tape à 5, 10 centimes de plus. Donc oui, je pense que le gouvernement, parmi ses préoccupations prioritaires, plutôt que certaines qui semblent aujourd'hui beaucoup le motiver, et au point qu'on en parlera, notre président de la République essaie de remplacer tous les ministres en même temps. Je pense que oui, il devrait vraiment se pencher de toute urgence sur ce problème. Oui, même si je ne suis pas très inquiet, je ne suis pas un grand économiste, mais j'essaie d'en écouter un certain nombre, je ne suis pas très inquiet. À moyen terme, je pense qu'il y aura une autorégulation. Et je voulais signaler par rapport à ce qui vient d'être dit que, contrairement aussi à ce qu'on nous a beaucoup dit dans les derniers mois, j'écoutais hier un expert du FMI qui nous disait que finalement l'augmentation des salaires n'est pas aussi créatrice d'inflation qu'on a bien voulu nous le dire et nous le seriner depuis un an, et que donc augmenter un peu les salaires, ça serait peut-être assez vertueux aussi. Ouais, Lamia et Jean-Luc, c'était pas l'inverse. Tout à fait, c'est bien ce que j'avais compris, j'allais dans votre sens. Jean-Luc, est-ce que c'est pas finalement de la communication politique de dire on va s'attaquer au problème de l'inflation, parce que la marge de manœuvre du gouvernement, à part faire des chèques anti-inflation, il est quand même assez démuni, non ? Non, surtout les chèques anti-inflation, quand c'est 100 € qu'on donne par-ci, par-là, vu le taux de l'inflation. Sur un petit salaire à 1 200 €, les 100 €, ça représente beaucoup, Jean-Luc. Mais enfin, sur un an, 100 €, on n'a pas rattrapé grand-chose. Hein. Oui. Simple rappel, il existe déjà dans le pays, avant cette histoire d'inflation, 10% à 11% de personnes qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Heureusement que nous avons les associations de solidarité, Secours Populaire, Secours Catholique, je ne vais pas tous les faire, Restos du Cœur, Banque Alimentaire. Oui, qui vont affluer des... Oui, tout à fait. Mais en parallèle à cela, pour parler un peu, non pas en positif des grandes surfaces, elles n'ont pas besoin de ça, mais le nombre de vols de biens de consommation courante, tout le monde le sait, dans les grandes surfaces, même les petites surfaces, il y a des vols
pour pouvoir acheter, pour pouvoir se faire avoir de quoi se nourrir. Et j'entendais ici ou là des patrons ou des responsables de magasins qui disaient on n'a jamais vu ça. C'est les personnes qui sont obligées pour se nourrir de voler dans le magasin. Alors j'en entendais un une fois sur une chaîne de télé, sur un journal télévisé, qui disait j'appelle même pas la police, je regarde la personne et qu'est-ce qu'ils ont volé 4 tranches de jambon. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? On leur prend la tranche de jambon et on leur dit maintenant, recommencez pas. On est à ce niveau-là. Voilà. Et moi, je pense que on parle de grandes réunions entre ces grandes surfaces, ces énormes commerçants internationaux, nationaux. Souvent, la France est très puissante d'ailleurs là-dedans. Et le gouvernement. Je vois pas vraiment de résultats après ces discussions. Oui, il y a une question et un débat qui se pose aujourd'hui, qui a été posé par Olivier Grégoire, qui est à Bercy, avec le ministre de l'économie sur la question des fournitures scolaires, parce que ça sera un sujet effectivement en termes d'inflation qui sera abordé tout à l'heure, en tous les cas qui sera abordé par les associations de familles, de parents d'élèves pour la prochaine rentrée. On va s'arrêter un court instant parce qu'on est en train de déborder. On va revenir avec nos 4 débatteurs qui sont là aujourd'hui et on va on va saluer Alexis Bachelet qui vient d'arriver. Bonjour Alexis, allez à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et en compagnie de Pascal Bataille, animateur, producteur, chef d'entreprise, Jean-Luc Benamias, membre de la Ligue des droits de l'homme, Alexis Bachelet, adjoint au maire à Colombes, ancien député socialiste, et Lamia Lahadj, adjointe à la mairie de Paris en charge du handicap et porte-parole du Parti socialiste. Alors Alexis, vous nous rejoignez et vous avez, on va dire, un focus à faire ce matin sur cette enquête ouverte après la mort de notre confrère en Ukraine, Arman Soldin. Oui, d'abord c'est plutôt un coup de gueule parce que c'est vrai qu'un journaliste qui perd la vie dans le cadre de son métier, c'est quand même pas courant, mais ça existe, donc c'est bien de rappeler. 9 journalistes étrangers sont déjà morts sur le sol ukrainien. Voilà, et puis sur l'ensemble des conflits du monde, parce que il y a eu aussi une journaliste palestinienne qui était morte l'année dernière dans des conditions un petit peu confuses. Bon, donc c'est quand même pas la première fois, mais en même temps, c'est bien de rappeler les risques qui sont pris par les gens qui garantissent la liberté d'informer, parce qu'en fait, un journaliste, quand même, c'est ça. C'est en général, quand donner à voir ce qui se passe là où nous-mêmes ne pouvons pas aller. Donc, quelque part, alors là, il y a une enquête qui est ouverte parce qu'il y a suspicion de crimes de guerre. Donc, effectivement, parfois, un ou les deux belligérants ne souhaitent pas qu'il y ait des observateurs indépendants qui relatent ce qui se passe. Donc c'est vrai que ce sont des cibles. Voilà, c'était pour marquer quand même. D'abord, on a une pensée évidemment pour sa famille, pour ses proches, et puis d'une manière générale pour tous les gens qui dans cette profession prennent des risques sur leur vie pour nous informer. Ce qui montre bien aussi, mais en particulier dans une guerre, à quel point l'information est un élément crucial. On sait qu'en temps de guerre, les belligérants font tout pour masquer leurs échecs et optimiser leur succès, parce qu'il y a la question du moral des troupes, le moral des populations. Donc c'est vrai qu'avoir des informations indépendantes dans ce contexte-là, c'est toujours compliqué, mais en même temps, c'est absolument nécessaire, notamment quand il y a effectivement des crimes. On sait qu'aujourd'hui, suite à l'invasion de l'Ukraine, il y a eu quand même, en particulier dans les premiers mois, on se rappelle de Boutcha, on se rappelle de... S'il n'y avait pas des gens qui, de manière objective, indépendante, relataient ce qui se passait, ces crimes-là, ou certaines faits d'une certaine gravité, ne seraient pas portés à notre connaissance. Voilà, donc c'est ça que je voulais marquer. Voilà, donc une ouverture par le Parquet national antiterroriste de cette enquête, elle a été confiée à l'Office central de lutte contre les crimes contre l'humanité et les crimes de haine. Pascal, vous vouliez réagir? Oui, j'ai deux choses à dire là-dessus. La première chose, c'est effectivement rendre hommage à tous ces journalistes, reporters de guerre, etc. Parce que quand on est tranquillement dans notre salon en train de regarder les chaînes d'infos ou le 20h, on n'a pas une seule seconde la conscience du niveau de risque qu'ils prennent et en même temps de la nécessité que ces risques soient pris, comme le dit Alexis, pour que nous puissions être informés. Et à la fois, il faut être conscient de ça, et à la fois, il faut qu'il y ait encore des gens qui aient ce courage-là d'aller nous informer sur le terrain, parce que sans eux, c'est l'occultisme, c'est l'obscurantisme, et c'est
c'est les dictatures qui prendront le pouvoir partout sans qu'on puisse ni le savoir ni s'y opposer. La deuxième chose que ça m'inspire, c'est qu'il y a beaucoup de journalistes qui meurent, vous le rappeliez, et ce n'est pas n'importe quel journaliste qui meurt, souvent. On a cette enquête qui n'aboutira certainement pas, malheureusement, parce que comment prouver que notre reporter a été visé sciemment par les Russes, ça sera certainement très compliqué. Néanmoins, il semble possible que ce soit un crime de guerre, qu'il ait été visé, comme la journaliste palestinienne avait été visée clairement par l'armée israélienne, Alexis le rappelait, comme d'autres journalistes qui meurent sont clairement des victimes des pouvoirs dictatoriaux de leur pays, là où ils essaient de faire continuer d'exister la lumière et l'information. Donc ce ne sont pas n'importe quel journaliste qui meurt, et c'est d'autant plus important de le dire, de dire que ces gens-là meurent pour la liberté d'expression, pour la liberté d'information, et pour qu'on puisse continuer à être intelligent. Bien sûr, et c'est important aussi de dire quels journalistes et à quels médias ils appartiennent aussi, parce que Exactement. Dans cette guerre des images, il y a des journalistes, il y a des gens qui communiquent, etc. Lamien, puis Jean-Luc, je voudrais vous entendre aussi après. Oui, je voudrais juste réagir, évidemment, pas du tout établir de comparaison hasardeuse, mais sur la question du rôle des médias et de l'importance de l'indépendance des médias, et de pouvoir avoir des relais qui permettent d'avoir une information claire, fiable, vérifiée, et qui permettent de nous renseigner. Je voudrais souligner ce qui est en train de se passer actuellement en Italie. Si vous avez suivi depuis l'élection de la première ministre d'extrême droite, Giorgia Meloni, qui est en train de remplacer à la tête de tous les services publics de la culture et de l'information, de remplacer en fait les directeurs qui étaient en place par des proches du pouvoir actuel en place. Et c'est une dérive qui est assez inquiétante. Il va falloir regarder de près ce qui se passe actuellement en Italie, puisque différents directeurs de théâtre des opéras les plus prestigieux d'Italie et le patron de la RAI, qui est la chaîne de télévision et d'information publique italienne, ont été limogés et remplacés actuellement par des proches du pouvoir en place. Et personnellement, ça m'inquiète, parce que derrière, on le sait bien, c'est tout le système d'information et de diffusion de l'offre culturelle qui va être utilisé à des fins peut-être pas tout à fait celles dévolues au service public de base. Jean-Luc. Faire comme tout le monde, mais saluer le courageux extrêmement fort de ces journalistes, que ce soit d'ailleurs en Ukraine ou dans d'autres territoires. Je pense aux différentes guerres qui existent en ce moment. Aller travailler au Soudan en ce moment, ça va pas être très simple non plus. Non. C'est le moins qu'on puisse dire. Saluer le courage et la mixité de ces journalistes aussi, car moi j'ai des images, c'est souvent sur France Télévisions et sur le journal de France 2, d'un nombre de femmes journalistes qui sont sur le terrain, et c'est aussi courageux pour un homme que pour une femme, d'accord, mais quand même, il y a qui sont on le voit, dans des situations où effectivement, alors ils sont les Ukrainiens, l'armée ukrainienne essaye d'indiquer le maximum de protection, mais on s'aperçoit que le maximum de protection ne suffit pas, et que on se retrouve avec des images parfois absolument effrayantes où les bombes tombent juste à côté. Alors, est-ce que les journalistes sont particulièrement ciblés ? Maintenant, tout est possible avec les drones. On peut toujours cibler directement là où on veut tirer. Mais quand c'est un armement avec des tirs de canon, c'est rarement ciblé, mais ça peut l'être quand même. Voilà, saluer le courage de nos camarades journalistes, parce que c'est pas rien. Et effectivement, ils risquent leur vie à chaque minute. Voilà, donc cette enquête qui a été ouverte, et on verra, ça a été salué d'ailleurs par le patron de l'agence France Presse, agence qui a donc une équipe là-bas sur place, et pour l'instant ils mettent en stand-by toutes les opérations sur le front ukrainien dans cette zone-là. Oui, Alexis, vous vouliez ajouter une dernière chose. N'oublions pas aussi que au premier jour, dans les jours qui ont suivi l'invasion russe, tous les médias russes indépendants ont été fermés, mis au pas, et que en Russie, il y a aussi énormément de journalistes qui ont été emprisonnés. Bien sûr. Juste en faisant leur métier, sans. Il y a des mots qui sont interdits par les journalistes. Et donc on voit bien que effectivement, tous les régimes dictatoriaux, autoritaires, enfin bon, avec toutes les nuances, là en l'occurrence, on est passé d'un régime très autoritaire à une quasi-dictature. Ils s'en prennent d'abord aux médias, à l'information libre, et donc les journalistes, oui, sont aussi des cibles dans des pays où les pouvoirs en place veulent réduire les libertés.
Allez, on va continuer d'un autre coup de gueule, Pascal. 30 secondes, un petit teaser on va en développer après la pause. Oui, on va continuer à parler de liberté si vous le voulez bien, puisque je voulais pousser un coup de gueule contre Gérald Darmanin qui veut interdire les manifs d'extrême droite. Je vous expliquerai pourquoi. Allez, à tout de suite sur Sud Radio. On se retrouve avec nos 4 débatteurs. Lamia El Hadj, Alexis Bachelet, Jean-Luc Benamias et Pascal Bataille. Et avec vous, à tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Et avec Alexis Bachelet, Jean-Luc Benamias, Pascal Bataille, Lamia El Hadj, on revient donc, Pascal, sur l'annonce il y a quelques jours de Gérald Darmanin qui a été interpellé après cette manifestation d'un groupe d'extrême droite néo-nazi clairement affiché dans les rues de Paris. Donc certains s'en sont émus. Le préfet de police de Paris a dit il n'y avait rien qui interdisait, qui pouvait interdire cette manifestation, sauf que le ministre de l'Intérieur lui a dit, il a demandé à tous les préfets maintenant d'interdire ces manifs. Comment vous l'analysez tout ça? Alors moi je trouve ça dangereux en soi. Ici, je défends souvent ici et ailleurs la liberté d'expression dans sa plus grande capacité et je suis moi je me sens en danger dès lors que on commence à réduire cette liberté d'expression où qu'elle soit et pour qui que ce soit. C'est Walking Dead qui transpire la haine, qui sue le dégoût de l'autre et la frustration, et qu'on a vu effectivement défiler l'autre jour, ces gens qui sont plus que d'extrême droite, bien évidemment, qui tous sont masqués, des néo-nazis, qui sont masqués. Ils sont, pour moi, tellement repoussants, tellement ridicules, que au lieu de les empêcher de se montrer, il faut au contraire les laisser au grand jour. D'abord parce que ça permet aussi de mieux les identifier, de mieux éventuellement les surveiller et les cerner, si ce n'est pas déjà fait. Et ensuite parce que pour moi, ce n'est jamais en interdisant a priori les choses qu'on règle les problèmes, et c'est toujours par l'éducation et l'information et pas par l'interdiction que je pense que la société peut avancer. Donc en faisant ça, Darmanin, vous disiez hors antenne à l'instant qu'il est très habile parce qu'il laisse en même temps la responsabilité aux tribunaux d'interdire ou non a priori, mais si on interdit a priori ça, pourquoi on va pas ensuite interdire a priori d'autres choses, etc. Et moi je suis très inquiet de l'évolution des libertés individuelles dans notre pays à plein de niveaux. On parlera peut-être une autre fois des caméras de télésurveillance pour les Jeux Olympiques, etc. Bon. Bref, ces gens-là, laissons-les se montrer. Et en revanche, qu'ils n'aient pas le droit d'être armés, bien évidemment. On n'a pas le droit d'être armés dans la rue en France. Qu'ils n'aient pas le droit d'être masqués, évidemment. En revanche, interdire a priori une manifestation de type néo-nazi à visage découvert, moi je dis non. Jean-Luc, c'est un débat philosophique, un débat important, oui, celui-là. Pas que philosophique. Parce qu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même 2 poids 2 mesures. Cette manif est un symptôme. Quand on la regarde, on est effrayé. Ils sont masqués, ils ont l'air vraiment très très méchants. Ils n'ont pas l'air gentils, quoi. Je veux dire, ils sont pas là pour être gentils. En même temps, on a interdit, parce que il y en a eu beaucoup d'interdictions sur ce qu'on appelle les casserolades. De gens non masqués, là, qui sont avec des casseroles et des poêles. Et des boîtes de conserve, oui. Par destination, bien évidemment, bien connue. Donc là, il y a 2 poids 2 mesures. Alors Darmanin essaye de se rattraper par rapport à ça. Après, je suis assez d'accord avec Pascal. Quand on a un visage découvert et c'était pas le cas, et que on manifeste, bon, après, ils peuvent être attaqués par rapport à l'antisémitisme, par rapport au racisme. Mais le droit de manifester à ce niveau-là, c'est un grand débat, d'ailleurs, j'ai vu ça, qui existe aussi en Angleterre. Pendant la prestation pour le nouveau roi d'Angleterre, l'Angleterre avait arrêté quelques personnes sur le long du cortège. Et j'ai lu ça hier. Ils sont revenus en arrière en disant on n'aurait pas dû les arrêter. On aurait dû laisser cette population à visage découvert faire une protestation parce qu'ils sont contre le royaume et contre la royauté. Voilà, c'est un vrai débat central qui est pas facile à gérer, et ça se voit puisque à ce niveau-là, Darmanin change d'avis parce que quand on a, et on en a beaucoup parlé dans les manifestations, différents Black Blocs dans différentes villes de France, ce qui fait d'ailleurs beaucoup de Black Blocs de mon point de vue, beaucoup trop d'ailleurs, à ce niveau-là, il y a vraiment 2 poids 2 mesures, quoi. Il savait très bien, il les connaît quand même. Tu as raison Pascal, ces gens-là sont
connu et reconnu. Heureusement qu'en France, il n'y a quand même pas des centaines de milliers de néo-nazis. Donc, on sait qui ils sont. Voilà. Oui. C'est bizarre qu'il n'y ait eu aucune intervention de police pendant cette manifestation, puisqu'effectivement, des gens étaient masqués et marchaient dans la rue. Alors, Pascal, et on va faire tourner la parole. Pascal, vous vouliez revenir sur ce que disait Jean-Luc, non ? Non. Je soulignais effectivement que on interdit aussi en France aujourd'hui les casserolades, comme le dit Jean-Luc, et que voilà, enfin, attention. Oui, Lamia. J'entends la question qui est posée au final, est-ce qu'en démocratie on a le droit de s'exprimer ? Qu'est-ce qu'on a le droit d'exprimer ? Jusqu'où est-ce qu'on peut s'exprimer ? Moi, je voudrais quand même alerter sur quelque chose, parce que cette manifestation, c'était pas juste une manifestation anodine, c'était une manifestation assumée néo-nazie, d'extrême droite, avec des personnes masquées qui faisaient des saluts nazis dans la rue, qui avaient pour slogan « Europe, jeunesse, révolution », qui n'est pas n'importe quel slogan, c'est un slogan de l'Italie fasciste qui a été importé en France. Je rappelle quand même aussi que, au-delà de ça, il y a quand même à Paris, depuis maintenant quelques temps, un certain nombre de groupuscules d'extrême droite, dont le GUD avec les Waffen-SS, je le rappelle quand même, le nom n'est pas complètement anodin, qui se développent, qui mènent des actions coup de poing, et croyez-le, c'est littéral quand ils disent ça. Assas, pour nos auditeurs qui sont en région, c'est une fac, c'est la fac de la rue d'Assas où il y a le GUD. Voilà. Tout à fait, où le GUD historiquement était implanté, qui avait été dissous, qui a disparu, et qui aujourd'hui s'est réimplanté sous le nom de Waffen Assas. Chacun appréciera le sens de la poésie de ces gens-là. Et il faut quand même dire qu'il y a eu des attaques de cortèges d'étudiants, il y a eu un déblocage à la barre de fer de la Sorbonne, il n'y a pas si longtemps ça, quand il y avait les manifs contre la réforme des retraites. Ce que je veux dire par là, c'est que c'est une exacerbation de la violence de la part de mouvements néo-nazis d'extrême droite, où, je tiens quand même là aussi à le souligner, c'est qu'il y a deux proches de Marine Le Pen qui figuraient dans ces manifestations, Axel Lousteau et Olivier Duguay, pour ne pas les citer. Donc, bon... Là aussi, l'idée, évidemment, n'est pas de faire d'amalgame, mais quand même juste de rappeler que ce n'est pas n'importe qui, et que la connotation et la portée politique donnée à ces manifestations, elle existe, elle est importante, et il faut quand même qu'on en tienne compte dans le climat de violence que ça instaure et dans les conséquences que ça peut avoir. Donc peut-être pas interdire les manifestations, pourquoi pas, on peut en discuter sur la base des principes démocratiques, mais en tout cas, dissoudre ces groupuscules d'extrême droite, comme s'y était engagé Gérald Darmanin, je le rappelle, me semble être quand même quelque chose de fondamental pour la préservation de la République. Alexis, un dernier commentaire sur cette nuance d'interdiction de manifestation. Certains dénoncent un deux poids, deux mesures. Non, mais c'est des sujets extrêmement complexes, parce que et puis c'est pas nouveau, parce que moi je me rappelle en 2014, il y avait eu un jour de colère organisé par un certain nombre de mouvements se revendiquant les uns monarchistes, catholiques intégristes, et puis finalement dans la rue on a retrouvé aussi des gens qui professaient un antisémitisme militant, un négationnisme exacerbé. Bon, la manifestation s'était déroulée, ces gens-là, comme le dit Pascal, étaient pour certains d'ailleurs à visage découvert, donc ça permettait aussi de donner... Ils n'étaient pas des millions, hein, heureusement. C'est des groupuscules, voilà, où c'est une accumulation de groupuscules. Après, effectivement, ce qu'on peut se demander, c'est... moi, je ne suis pas par définition contre la liberté de manifester, puisque les gens ont le droit de manifester contre le gouvernement, contre ceci ou cela. Après, quand les manifestations se déroulent, c'est vrai que ça peut quand même susciter une gêne, voire même un grand malaise, si dans les rues en France, on a des gens qui professent ouvertement l'antisémitisme, le négationnisme, qui défendent le régime nazi, etc., dans des slogans ou dans des... Enfin, je veux dire, après, nous, on est dans la rue, imaginons qu'on croise ces gens-là dans la rue, est-ce qu'on a envie d'être dans un pays où on a des espèces de néo-nazis, masqués ou démasqués, qui crient leur amour du Troisième Reich, etc. Je pense que là, on atteint la limite peut-être de l'exercice, quoi. Est-ce qu'on doit encaisser ça, est-ce qu'on doit accepter ça, ou des gens même qui appelleraient à la chute de la République, à la fin de la démocratie. Je rappelle que dans les années 30, il y avait eu aussi des décisions de dissoudre des groupuscules ou des groupes d'extrême droite, en tout cas des groupes qui appelaient à mettre à bas la République, les ligues factieuses, notamment après le 6 février 1934, puisque ça peut aussi amener à des actions. Le problème, c'est que ça peut aussi être le prélude à autre chose,
à des actions violentes, à des voilà. Donc je sais pas. Je suis bien d'accord sur la liberté de manifester, mais après, effectivement, je pense qu'il faut quand même être vigilant sur les gens qu'on autorise à se rassembler. Oui, mais comme dit Pascal, est-ce que c'est pas le début aussi d'une espèce de tri? C'est le risque. De qui peut aller dans la rue, qui peut manifester ou pas. C'est le risque parce qu'aujourd'hui, on dit c'est l'extrême droite. Demain, ça peut être. Moi, je connais des gens qui trouvent que le discours du meilleur ami de Lamia, notre ami Mélenchon, est un discours dangereusement révolutionnaire et qui ne devrait pas être audible. Donc, si on commence comme ça, alors je ne mets pas évidemment Jean-Luc Mélenchon et ses groupuscules dans le même panier. Mais il y a des gens qui le font. Donc, qui définit effectivement qu'on interdise un discours d'appel au crime, d'appel à la haine, etc., clairement ciblé, ça c'est puni par la loi, par exemple. Mais de manifester un amour pour le Troisième Reich, mais moi je dis laissons-les, ça ne fera que repousser encore plus les gens et les faire détester. Et puis en plus, on les verra un petit peu. Ils sont quelques-uns. C'est pas eux qui sont dangereux, à mon avis. Jean-Luc, allez-y. Je m'excuse de prendre le sujet. Peut-être qu'on n'aura pas le temps. Je le dis quand même. Non, mais on a le parallèle qu'on peut faire avec le maire de Saint-Brévin. Ben on va y arriver. Absolument total. C'est-à-dire que il y a eu des manifestations qui soutenaient le maire de Saint-Brévin. Il y a eu des manifestations d'extrême droite dans sa ville. Ça s'est terminé par un incendie de sa maison et autour de chez lui, de ses voitures. Et sa démission. Et donc on est bien dans des cas à ce niveau-là où le droit d'expression, évidemment, défendre, mais à un moment donné, quand on dépasse le droit d'expression et qu'on s'attaque directement à ce maire. Voilà, je ne sais pas si on aura le temps d'en discuter. C'est ça que parce que je fais le parallèle parce qu'il est totalement évident, quoi. Je veux dire, il est obligé de quitter. Il quitte son poste de maire et il quitte la ville. Oui. C'est justement parmi ces sujets qu'on voulait aborder avec vous. Donc cette démission du maire de Saint-Brévin. Je rappelle le contexte. Donc il a envoyé ce mardi sa lettre au préfet de Loire-Atlantique. Alors il explique effectivement qu'il démissionne de son mandat de maire parce que c'est suite, et il le dit très clairement, à l'incendie criminel contre mon domicile, dit-il, et au manque de soutien de l'État. Et après une longue réflexion menée avec sa famille, il laisse donc maintenant le soin au préfet de Loire-Atlantique de gérer la commune et surtout de déclencher de nouvelles élections, mais ça ne règle pas la question de l'acceptation de l'installation de ce CADA, ce centre pour demandeurs d'asile. C'était consécutif à l'affaire des migrants de la jungle, le démantèlement de la jungle de Calais en 2016, et on voit toute l'opposition, mais il n'y a pas qu'à Saint-Brévin, l'opposition des habitants quand on parle d'installer un centre d'hébergement de migrants. Les maires en première ligne sur tous les sujets. Est-ce que c'est aujourd'hui la vraie problématique, en tous les cas, quand il parle d'abandon de l'État, le maire de Saint-Brévin, on peut l'entendre. On peut entendre qu'il n'a pas été soutenu, à commencer par le préfet de Loire-Atlantique. Alexis. Oui, c'est un fait quand même relativement gravissime, au sens où c'est quand même rare qu'un maire démissionne au milieu de son mandat, puisqu'on est au milieu des mandats. Ça faisait 6 ans qu'il était. Bon, alors après, il n'y aura pas d'élection au sens où le conseil municipal va réélire un autre maire. C'est le préfet qui les déclenche, voilà. Mais c'est le préfet qui va convoquer peut-être le conseil municipal. Mais c'est vrai que là, c'est vraiment le cœur de notre système démocratique qui est attaqué. Si quelqu'un qui exerce un mandat représentatif n'est plus en capacité de le faire parce qu'il est menacé physiquement, dans son intégrité physique, lui, sa famille, c'est bien, en l'occurrence, son domicile a été, je crois, incendié. Là, je veux dire, là, effectivement, on est dans le cas... Non, mais est-ce que là, à ce moment-là, quand il y a l'incendie, à part des tweets et des messages, est-ce qu'il n'y a pas une action forte à mener pour rappeler tout le monde à la raison? Je rappelle que le centre d'hébergement, c'est pas le maire qui le décide, c'est l'État. Non, mais déjà, ce qui est très étonnant, c'est que au plus haut niveau de l'État, les autorités ne viennent pas immédiatement, par une action symbolique, sur place, pour dire, voilà, là, on a franchi une limite qui est intolérable. Alors, je dis pas que forcément le président de la République, mais il y a un Premier ministre, il y a un ministre de l'Intérieur. Quand on sait que Gérald Darmanin, il se déplace pour moins que ça,
en tant que ministre de l'Intérieur, là, déjà, il y a un sujet, moi, je comprends pas. Je comprends pas que le ministre, à minima, de l'Intérieur, ou voire même la première ministre, ne vienne pas à Saint-Brévin dire, voilà, là, c'est pas possible, on est derrière ce maire, on n'accepte pas ce qui s'est passé. Et puis après, effectivement, mais parce que le préfet, il est en contact permanent avec les maires, si vous voulez. Donc que le préfet soit en soutien, j'ai envie de dire, c'est le minimum. S'il l'est pas, là, il y a défaillance, effectivement, de l'État. Mais vu la gravité de ce qui s'est passé, on peut être en attente d'autre chose qu'un soutien du préfet. On peut demander, effectivement, au gouvernement de venir marquer son indignation d'abord et ensuite son soutien à ce maire qui, se sentant abandonné, effectivement s'est mis en retrait, quoi. Oui, c'est ça, la peur qui fait démissionner, mais en même temps, qui peut lui en vouloir aujourd'hui? Il est 10h moins le quart, on va continuer dans un instant sur Sud Radio de débattre des sujets. On va ouvrir justement les sujets avec Emmanuel Macron qui est sur tous les fronts. C'est la stratégie, alors c'est un collègue du Parisien qui écrit ça hier, la stratégie du coucou, paraît-il. On va voir si ça peut être efficace. À tout de suite. Sud Radio, mettez-vous d'accord, 9h-10h, Christine Bouillot. Avec Lamia Larage, Alexis Bachelet, Jean-Luc Benamias, Pascal Bataille. Après, il nous reste une bonne dizaine de minutes. On va revenir sur la stratégie d'Emmanuel Macron. Aujourd'hui, il va parler de réindustrialisation du pays pour accélérer le retour de nos industries sur le territoire français. On est champion d'Europe, voire champion du monde des investissements étrangers. Il va s'attaquer à l'industrie verte. Il a parlé de l'école. Il va parler d'autres sujets. Emmanuel Macron sur tous les fronts pour essayer de recoller avec sa cote de popularité qui est en berne après la période, on va dire, des retraites. Jean-Luc, de s'attaquer au sujet, je n'allais pas dire du quotidien, mais de dire j'avance, je continue, je veux réformer, je veux continuer à transformer le pays. Est-ce que c'est une stratégie qui peut s'entendre et qui peut fonctionner surtout ? De mon point de vue, absolument pas. D'abord, la période par rapport à la réforme des retraites, à la régression sociale des retraites n'est pas du tout terminée. Oui, parce qu'il y a l'épisode du 8 juin. Même sans les épisodes du 8 juin, il y a plein d'épisodes parce que une majorité de Françaises et de Français sont toujours contre cette réforme et sont furieux, voire très furieux. Donc c'est pas terminé. Après, alors là, c'est incroyable. C'est une drôle de démocratie quand même. À quoi servent les ministres ? Et puis, Emmanuel Macron, sur absolument toutes les thématiques, annonce, alors sur l'éducation, sur la santé... À faire des livres, Jean-Luc. L'industrie, il est partout. Un ministre, c'est là pour faire des livres. Alors, en même temps. Oui, je m'en fous du terme en même temps, parce que ça, c'est lui qui l'a inventé, ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresserait, c'est qu'il y ait derrière des vrais suivis, des vrais effets. On s'aperçoit, à chaque fois qu'il prend la parole, c'est valable sur l'éducation, mais c'est valable sur d'autres sujets, que quand on gratte un peu derrière, sur les déclarations qu'il a faites, je pense à celle qu'il avait fait à Ganges sur l'éducation, que, non, c'est pas 200 € pour les enseignants. C'est 50, c'est 100, c'est 150. Et puis c'est les primes, ça compte pas dans les modules de retraite pour le futur. Et on s'aperçoit à chaque fois qu'il fait une déclaration que derrière, c'est à peine si les ministres concernés sont au courant de ce que Emmanuel Macron va dire. Eh bien écoutez, moi je trouve ça très mauvais pour la démocratie. Et je pense que ça ne changera pas grand-chose dans sa cote de popularité, de faire des déclarations à l'emporte-pièce absolument tous les jours, à la place des ministres. On découvre même parfois qu'il y a des ministres. Enfin, tout ça est pour moi une dislocation, le terme est fort, mais il n'est pas impropre, d'une partie de la démocratie française. Pascal. Je suis complètement en phase avec ce que vient de dire Jean-Luc. Il y avait cette image tragique du 8 mai de Macron seul sur ces Champs-Élysées. C'est-à-dire qu'il y a une sorte de schizophrénie totale entre cette façon de vouloir effectivement mettre à distance le peuple français et puis de vouloir se mêler de chacun des sujets qui les concernent dans le plus quotidien. J'ai vu passer un tweet de Macron là sur pour dénoncer les SMS, vous savez, de fraude. Bon, est-ce que c'est son boulot ?
de s'occuper de ça. Non, il y a des ministres pour ça, il y a un parlement, etc. Donc moi je crois qu'il est de plus en plus effectivement malheureusement hors sol, déconnecté même et y compris de son gouvernement, de sa première ministre. Je crois savoir qu'il annonce des trucs, comme le disait Jean-Luc, les ministres sont pas au courant et derrière les conseillers techniques doivent ramer complètement à contre-courant pour essayer de rattraper la déclaration. Enfin, mais est-ce que ça ne veut pas dire, j'essaie de me faire l'avocat du diable, il a, mais je suis bien obligé d'essayer de voir un peu, c'est ce que disent aussi. Non mais il y a déjà Laurent Wauquiez pour ça. Donc. Oui. On n'aura pas le temps Laurent Wauquiez parce qu'il reste 4 minutes, donc on va continuer la discussion. Mais simplement, est-ce que c'est aussi une façon de montrer qu'il est sur tous les sujets qui concernent les Français, au même titre que le sujet des retraites? Lamia. Moi, ce que je trouve un peu incroyable, c'est qu'on se dit ça, et en même temps, si vous vous souvenez, désolé Jean-Luc, en même temps, on a commencé en parlant de la question de la vie chère, en se disant, finalement, ça va se régler par soi-même, parce que la nature acteurs économiques, des acteurs économiques fait que... Mais enfin, si vous voulez vraiment être sur tous les sujets, pourquoi ne pas prendre à la racine un certain nombre de problématiques? Quand vous avez sur la réforme des retraites 8 Français sur 10 qui vous disent on n'en veut pas, qu'il n'y a pas de dialogue social, il n'y a pas eu de discussion, il n'y a pas eu d'entente, des manifestations. Quand derrière vous avez une inflation qui est en train d'étouffer les familles, vous disiez tout à l'heure, oui mais il y a les 100 euros les 100 euros d'aide annuelle, mais enfin 100 euros, alors que l'impact il est certes sur les familles les plus précaires, mais aussi les classes moyennes qui aujourd'hui sont complètement étouffées par l'inflation. Oui, mais en même temps, si on met pas 100 euros, on dit on ferait rien. Non, mais toujours pareil. J'essaie non, mais j'ai pas de sujet là-dessus. Je suis pas en train de vous dire qu'il faut pas le faire. Je dis simplement que vu le coût de l'inflation aujourd'hui sur les familles et l'ensemble des familles, ça ne suffit pas. Pourquoi est-ce que là-dessus on ne l'entend pas? Ce que je veux dire par là, c'est que il y a beaucoup d'agitation. C'est la théorie du vent, quoi. C'est-à-dire qu'il brasse beaucoup d'air et derrière, qu'est-ce qu'il en ressort? Pas grand-chose, quoi. Moi, j'attends toujours des propositions concrètes. Par exemple, là, sur la pénurie d'eau et la sécheresse qui s'annonce pour cet été. On attend des mesures pour faire tomber la pluie. On attend. Non, c'est pas juste faire tomber la pluie, c'est la transition écologique. C'est comment est-ce qu'on amorce aujourd'hui de la planification écologique. Le Conseil d'État vient de taper de nouveau sur la France en raison de son manque d'ambition en matière de réduction de ses émissions carbone. Que fait-il là-dessus? Rien. Aujourd'hui, les écoles. Il parle d'énergie verte aujourd'hui. Il parle de l'industrie verte. Il parle beaucoup. Ça, oui, c'est un constat qui est très clair. Alexis. Non, mais c'est... Est-ce que c'est pas logique, somme toute, en termes de tempo et de communication politique? Alors, en fait, il n'y a rien de logique. Ce qu'on peut comprendre, c'est que notre bon roi Emmanuel le Petit, après avoir cassé la vaisselle, essaye de recoller les morceaux. Et comme il a cassé beaucoup de vaisselle, qu'il y a beaucoup de morceaux, forcément, il veut s'exprimer beaucoup, tout le temps, sur tous les sujets. Puis avec sa petite glu, là, essayer de recoller les morceaux avec les Français qui, objectivement, sont toujours en colère et donc l'écoutent peu. Parce que vous savez, quand vous êtes en colère, qui n'est pas toujours le sentiment le plus constructif, mais vous avez du mal à être à l'écoute de ce qu'on vous dit. Et en plus, c'est pas logique au sens où, vous voyez, dans une situation un peu analogue, il y a quelques décennies, un autre président de la République était parti à Baden-Baden, sans le dire à personne, voir son ami le général Massu pour prendre quelques conseils, parce qu'il savait pas trop comment ressaisir l'instant, quoi. Voilà. Donc il aurait pu faire une retraite. Il aurait pu aller dans un monastère, se dire bon, voilà, il faut peut-être que j'aille me mettre un petit peu à l'écart. Les Français, ils en ont marre, ils n'ont plus envie de m'écouter, ils n'ont plus envie de me voir. Vous voyez, il y a plein de manières de gérer les choses. Lui, il a décidé de faire l'inverse, de saturer, parce que je pense que ça va bien avec sa personnalité, et il pense que c'est en reprenant un petit peu le fil de tout, en montrant que c'est lui qui va s'occuper de tout. Bon, en fait, ces sujets-là... on les a déjà vus dans la Ve République et je pense que ça va être 4 années très longues pour ce président qui est isolé, coupé des Français et qui ne sait pas comment parler à son peuple, quoi, voilà. Et qui, en plus, visiblement, ne fait pas vraiment confiance à son gouvernement, à ses ministres, qui d'ailleurs, pour un certain nombre d'entre eux, sont occupés à autre chose à gérer les affaires du pays, vous voyez. Donc ça donne quand même, je trouve que le mot de Jean-Luc est assez juste, ça donne quand même l'impression de quelque chose qui est d'un dispositif gouvernemental qui est un peu disloqué, où tout le monde prépare déjà la suite, quoi. Or, il y a quand même, je le répète encore, on n'est qu'à la première année du 2e mandat d'Emmanuel II, et donc je ne sais pas comment ça va se terminer cette histoire.
Un mot, Pascal, il faudrait qu'il soit C'est très inquiétant, tout ça pour la démocratie. On parlait tout à l'heure de ces maires, des FC maires qui sont plus soutenus. Il y a aujourd'hui des communes de France qui trouvent plus de personnes pour être maire, parce que tellement c'est difficile, tellement on est isolé, tellement effectivement. Et Lamia parlait tout à l'heure hors micro, antenne de l'hystérisation du débat. Mais aujourd'hui, si on ne remet pas chacun à sa place, les ministres au boulot sur leur secteur, les députés et les sénateurs pour voter des lois en faisant jouer le principe démocratique et en faisant pas du 49.3 toutes les 3 minutes, etc., etc. Comment voulez-vous que le réflexe citoyen continue d'exister, que les gens aient envie de voter, que les gens aient envie de s'investir dans la politique? Et ce qu'il est en train de faire, c'est, à mon avis, extrêmement dommageable pour la démocratie. Allez, on n'a pas eu le temps de parler de la mixité scolaire. On le fera sans doute demain avec des annonces attendues aujourd'hui de la part du ministre de l'Éducation nationale et également Laurent Wauquiez qui sort de son silence. On en parlait ce matin dans la matinale de Sud Radio avec Patrick Roger, les débatteurs. Moi, je vous souhaite une belle journée. Je vous dis à bientôt. Et dans un instant, les médias avec Gilles Gansman. Et on va parler de l'Eurovision, c'est ce week-end. Allez, à tout de suite. Sud Radio.